La reconversion des sportifs de haut niveau, c'est un sujet qui concerne tous les sportifs, ou presque. On en parle aujourd'hui dans le cercle RH, notre débat. Vous allez me dire, c'est pas pareil quand on est footballeur professionnel en Ligue 1, parce qu'on a accumulé beaucoup d'argent, que d'être un sportif d'un sport moins rémunéré, où il faut assez rapidement penser à se reconvertir, voire même parfois avoir un métier en parallèle, parce que le sport que l'on pratique ne fait pas vivre. C'est un casse-tête, il faut le reconnaître, parce que c'est pas simple de se réinsérer, de reprendre une vie normale en dehors des entraînements, de la difficulté que d'avoir des médailles, de gagner des championnats. On va en parler avec des champions dans leurs domaines respectifs et des championnes. Ogéné Morinson, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice du cabinet Enego, ça c'est votre nouvelle vie. Oui. Et vous avez été une championne, membre de l'équipe de France de taekwondo. Exactement. Taekwondo, d'ailleurs, c'est un sport martial, un art martial évidemment. Ça se pratique comment? C'est quoi cet art martial? C'est pas du judo, c'est pas du karaté? Non, c'est vraiment... alors c'est à la fois un art martial, mais qui peut être aussi pratiqué en compétition, ce que j'ai fait. Et c'est donc l'art de se servir du poing et du pied. Et quand on le voit en compétition, on a un casque, on a un plastron, et l'objectif c'est de marquer un maximum de points ou de mettre KO son adversaire. Je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai beaucoup regardé les JO, le taekwondo, on n'a pas brillé. On a eu une médaille, on a toujours au moins une médaille, une médaille sur deux. D'argent, je crois. Une médaille de bronze, Altea. Elle a 19 ans, donc elle était en préparation pour Paris 2024. Un peu timide dans sa demi-finale. Oui, mais c'est la jeunesse en fait. Mais en face, elle avait 18 ans aussi, donc c'est vraiment le renouvellement des générations. Et si, on a une belle médaille de bronze. Vous avez pratiqué ce sport de haut niveau, comme une championne. Depuis quand avez-vous créé Enego? Alors ça fait 3 ans, bientôt 3 ans. 3 ans. Ouais. Et on va parler avec vous évidemment de ce moment de bascule, de moment où il faut réfléchir à je ne vais pas pouvoir continuer le taekwondo et de vivre de cette passion, parce que quand on fait du sport de haut niveau, c'est une passion, c'est comme une drogue. On va faire le point avec vous, et puis on est avec quelqu'un que vous connaissez évidemment par ses exploits. Taïk Chris, merci d'être avec nous. Merci, c'est un vrai plaisir. Dommage que je ne sois pas sur le plateau avec vous, je suis à distance. Mais il n'est pas dit que vous ne reveniez pas à Paris, que vous êtes en Italie pour c'est ça. Voilà, et vous reviendrez sur notre plateau. Avec une liaison qui va se faire dans des conditions évidemment optimales, comme on sait le faire ici dans l'émission Smart Job. Taïk Chris, avant de vous retrouver, je voudrais juste que ceux qui nous regardent voient un peu vos exploits en roller, parce que c'est totalement incroyable. Alors, c'est pas une compétition au JO, je crois que c'est encore pire. Mais c'est un truc de dingue. Regardez ce qu'a fait Taïk Chris avant de créer sa boîte dans les télécoms. Vous allez me dire quel est le rapport, ça sera la question qu'on lui posera. Regardez quelques images, c'est le florilège des folies, je dis même pas des exploits, des folies de Taïk Chris. Taïk Chris, il y a des épreuves au départ qui pourraient être JO, mais à la fin, quand vous faites ces trucs un peu dingues avec les animaux et ainsi de suite, là, vous êtes sorti un peu du champ du sport. Je suis sorti du sport complètement. Non, mais j'ai toujours été un challenger, et c'est vrai que j'ai fait des compétitions pendant de longues années, mais vu que j'aime l'adrénaline et on va dire le risque, après j'ai eu ma propre émission télé où j'allais dans des pays lointains et j'essayais toutes les disciplines du monde. Donc c'est clair que voilà, ça n'a rien à voir avec le côté un peu JO. Par contre, les sports extrêmes d'une façon globale sont en train d'arriver aux JO et sont déjà aux JO cette année en skate, etc., en BMX. Donc ça me fait, à la fois, je suis extrêmement fier de voir ce genre de sport arriver aux JO, et à la fois je me dis c'est dommage, il n'y a pas encore le roller, et en plus je ne suis pas encore là. Ouais.
On va vous retrouver parce que y a quand même une question que je vais vous poser parce que je ne l'ai pas précisé. Vous êtes aujourd'hui le CEO, donc vous avez créé votre boîte et fondateur de On-Off Télécom. C'est la possibilité, c'est une appli, d'avoir 2 numéros de téléphone. Juste une question et je donne la parole à Oghéné qui est avec nous, qui était assez impressionné comme moi de voir votre saut de la Tour Eiffel. Enfin, c'est complètement extravagant. Je l'ai vécu en live, je ne m'en remets pas. Vous êtes un dingue et en même temps tout ça est contrôlé. Vous êtes un sportif de haut niveau. Comment vous faites avec On-Off dans votre boîte? Où est-ce que vous allez la chercher l'adrénaline? Parce que c'est quand même pas pareil que de rentrer dans son bureau que de sauter de la Tour Eiffel. Ça n'a rien à voir, mais c'est le côté challenge. Et quand on regarde finalement le saut de la Tour Eiffel, il a fallu quand même que j'arrive à convaincre le gouvernement français de me prêter la Tour Eiffel et de me laisser faire cet événement incroyable. C'était quasiment créer une start-up. Le fait de lever 1 million d'euros, de m'entourer d'une équipe de 100 personnes. Donc finalement, la transition avec le monde de l'entreprise n'était pas si éloignée. Et donc, il y a 7 ans en arrière, j'étais sur mon lit d'hôpital. C'est vrai que j'y connaissais rien dans les télécoms. J'étais tout seul, j'avais pas spécialement d'argent de côté. Et je suis parti d'un rêve, comme le rêve de sauter de la Tour Eiffel. Là, c'était de me dire, je vais créer un opérateur télécom et essayer de créer une technologie où on va mettre les numéros dans le cloud. Comme vous l'avez dit, c'est une application qui s'appelle On-Off, qui permet aux gens d'avoir un 2e numéro en un clic sur son portable. Donc ils téléchargent l'appli, ils n'ont pas besoin d'avoir une 2e carte aussi, mais en un clic ils s'achètent un numéro français pour le vendre sur voiture sur le bon coin, un numéro pro, un numéro perso, ou même un numéro américain ou anglais. Le problème pour fabriquer ça, ça a été un enfer. Il fallait vraiment créer un opérateur télécom. J'ai dû lever 20 millions d'euros. Enfin, maintenant, la boîte, elle est rentable. Je suis passé proche de la faillite plein de fois pour monter ça. Mais maintenant, on est près de 100 et c'est en train de devenir une énorme boîte dans plein de pays. Oui, il y a Oghéné, il y a chez Ty Chris, dans ses exploits, il y a quand même un côté, il aime les défis. Alors, c'est un défi sportif, puis là, c'est un défi d'entreprise. Il part de zéro, il monte une boîte où il y a 100 salariés. Je voudrais le transposer au taekwondo, à votre sport et à votre histoire aussi, parce que c'est un peu différent finalement. Votre sport, il ne lève pas des millions d'euros, vous ne créez pas une start-up. Non. Votre sport, c'est du boulot, de l'entraînement, de la sueur, de l'entraînement et du boulot. Ouais. Grosso modo, c'est ça. C'est ça, et un grain de folie aussi dans le sens où une seconde peut tout changer parce que si on peut prendre un KO à tout moment et on ne commence jamais de compétition sans les pompiers de présence, c'est très, très encadré. Oui, parce que le coup dans la tête. Voilà. Et les coups de pied à la tête maintenant comptent pour 3 ou 4 points. Et ils rapportent beaucoup. Ils rapportent beaucoup. On a beaucoup de renversements de situations comme ça. Le côté, le brin de folie, c'est surtout de s'engager pleinement sur un projet, sur la préparation de championnats du monde ou de Jeux Olympiques, 2 ans ou 4 ans avant un objectif, en n'ayant absolument aucune garantie ni d'être sélectionné, ni de résultat d'ailleurs. Donc en fait, il faut en amont avoir une vraie stratégie et oser se dire, je mets de côté, je jongle entre les études, un boulot et mes objectifs. C'est un sport qui ne rapporte pas. Alors, non. C'est pas Lionel Messi au PSG, quoi. Quand j'ai fait 3e à la Coupe du Monde, j'ai eu un appareil photo numérique. Voilà. Donc en fait, effectivement, on ne le fait pas du tout pour l'argent, c'est vraiment la passion. Et mon histoire est un peu différente de l'athlète de haut niveau classique, puisque moi, j'ai découvert le sport, j'avais quasiment 18 ans. Sur le tard. Sur le très tard, et personne ne misait un copec sur moi, parce qu'en fait, on me dit, t'es bien gentil, mais enfin, il aurait fallu commencer une dizaine d'années en arrière. Donc, c'est la passion, j'adorais faire ça, et j'étais dans un club où il y avait des compétiteurs, donc très vite, je suis passée de 2 à 5 entraînements. On allait sur le funiculaire Montmartre tous les mardis matins, monter les marches, vraiment. Pour le cardio. Pour le cardio. Aucune garantie de rien. L'entraîneur, la première fois que j'ai voulu faire les championnats de France, m'a dit non, c'est trop dangereux. Donc, et finalement, vous les avez fait? Et finalement, j'ai dit que j'allais aller dans un autre club, donc il a accepté. Il a cédé. Il a cédé. Et j'ai perdu de justesse en finale en voulant. Je menais au point, mais je voulais vraiment marquer le coup parce qu'on m'avait tellement dit que je ne pouvais pas y aller que j'ai voulu marquer un coup de pied à la tête. Et en fait, je me suis fait une fracture du pied. Waouh. Donc la finale s'est terminée aux urgences. Donc le combat a été arrêté. Et donc j'ai vu la combattante qui était très fatiguée gagner le titre et moi partir à l'hôpital. Ouais, donc le vivant comme une certaine injustice finalement, parce qu'à la fois récompensé, mais pas jusqu'au bout. Ah non, pas récompensé, non, j'étais deuxième. Comme Ty Chris, parce qu'il a tout de suite fait le lien, créer sa boîte, les faillites à plusieurs reprises, les galères aussi. Ouais. Quand vous savez qu'à un moment donné, il faudra s'arrêter, vous le savez, le corps, l'entraînement, la fatigue, à quel moment vous commencez à faire la bascule, de vous dire, tout en étant une championne, là maintenant, Oghéné, il faut que tu bascules. Comment ça se passe ce moment-là ?
Dès le début, en fait, puisque je menais en parallèle mes études de droit, quand j'ai découvert le sport, et toute la stratégie était de faire un juste équilibre entre mes études de droit, mon boulot, parce qu'en fait, j'étais animatrice les mercredis et toutes les petites vacances pour payer mon sport, pour payer mes études, et le taekwondo. Donc vraiment, ça a toujours fait partie, c'était un jeu d'équilibriste. Ouais, il ne fallait pas abandonner les études parce que c'était évidemment trop risqué. Hors de question, en fait. Et puis... Et vous ne vouliez pas devenir prof de taekwondo parce qu'après, voilà, il faut le dire assez simplement, les champions de sport deviennent souvent les professeurs, les encadrants. Je ne me projetais pas à entraîner et à monter un club. Ouais. Donc je savais que ce sont les études qui allaient me permettre de rebondir et de faire quelque chose, quoi que je fasse derrière. Donc il y a toujours eu ce jeu d'équilibriste. Et c'est vrai que sur la fin, je me suis carrément renseignée sur ce qu'étaient devenus nos anciens champions. Et ça m'a aidé à faire mon choix. Parce qu'à un moment, il faut faire le choix. J'ai commencé à travailler. C'est intéressant de voir ce qu'ont fait les autres avant. J'ai commencé à travailler avant la fin de ma carrière. Donc, je jonglais avec l'entreprise et les résultats. Donc, Enego Alors non, j'ai d'abord travaillé pendant 15 ans. C'est ça, vous avez été salarié. Hein. Voilà, pendant 15 ans au sein d'un grand groupe. Et ensuite, nouvelle reconversion, là, je me suis vraiment mise à mon compte. Taïkris, je ne sais pas si vous nous entendez, parce que parfois la liaison coupe avec l'Italie. Je vous entends. Juste, très bien. D'abord, l'image que vous avez, évidemment, pour ceux qui vous suivent, sans d'ailleurs vous connaître très bien, mais vos images parlent pour vous-même. Ça vous aide en quoi dans le business, ça en quoi ça vous aide? Alors, au début, ça a été un vrai désavantage parce que quand on crée une boîte de télécom en étant tout seul, en n'ayant en plus jamais fait d'études, puisque j'ai jamais été scolarisé de toute ma vie, c'est clair que les investisseurs et les professionnels du domaine, ils me voyaient en rigolant, en disant mais de quoi ils parlent, quoi. Et donc c'était un vrai désavantage. Mais du coup, ça m'a obligé de devenir vraiment expert techniquement, à devenir quasiment un ingénieur télécom, à inventer des brevets dans les télécoms, être incollable techniquement. Et après, ça devient une force. Parce que finalement, non seulement j'ai pris l'habitude de parler devant les médias et donc d'être meilleur en tant que communicant, et en même temps, les gens, ça les intrigue de se dire... Si vraiment il a pu créer un opérateur télécom, et le fait d'avoir été champion, ça force le respect. C'est-à-dire qu'on sait qu'en devenant champion dans une discipline, il n'y a pas de secret, il y a du travail, donc c'est avant tout quelqu'un qui sait se remettre en question et qui est travailleur. Il y a plein justement de similitudes entre le sport et le monde de l'entreprise, avec la remise en question, le travail acharné. Il y a par contre des différences. Quand en tout cas j'étais sportif en tant que sport individuel, si je m'entraînais nuit et jour, j'avais des résultats. Si je m'entraînais pas nuit et jour, j'avais pas de résultats. Alors que dans le monde de l'entreprise, ça ne dépend pas que de moi. Surtout quand on est à peu près 100 personnes comme aujourd'hui dans ma boîte. Finalement, c'est beaucoup plus une histoire de manager et de manager tout le monde, d'arriver à transmettre la passion et la vision du produit pour arriver à atteindre les objectifs et de transmettre aussi la confiance avec les investisseurs. Voilà, donc il y a certains points qui sont similaires, d'autres qui sont très différents. Après, la passion et le travail acharné est imbattable, et la remise en question et arriver à se relever toujours, quoi. Voilà. Après, là, je rejoins ce que vous disiez, parce que également, moi, j'avais carrément pas fait d'études, mais le roller, c'est pas le foot ou le tennis, où on gagne des sommes astronomiques. Et en plus de ça, depuis que j'avais l'âge de 20 ans, j'avais mes parents à charge. J'aide mes parents financièrement, donc j'avais une double responsabilité là-dessus. Et je voyais qu'il y a un vrai problème d'éducation sur l'après-carrière dans le monde sportif. Clairement. Finalement, le fait que j'étais dans un sport qui avait aucun potentiel du futur, ça m'a obligé à être très très vite un sort d'entrepreneur, à être bon pour trouver mes contrats de pub, à lire mes contrats, être communicant. Voilà, mon propre agent. Donc ça m'a formé à l'après-carrière parce que j'étais dans un petit sport. C'est vrai. Et voilà. Ce que je regrette dans les sports très traditionnels, c'est que les sportifs ne font que ça et on ne les entraîne pas assez sur plein de choses, sur la communication, sur le business, parce que tout est relié. Tout est relié. Taïkris, Ogene, vous vous retrouvez, vous êtes tous les deux dans les sports individuels. Alors là, il y a un sport olympique. Le roller n'est pas encore un sport olympique. Peut-être qu'il y a déjà le skateboard. Peut-être on peut imaginer le roller. Taïkris, peut-être qu'il pourrait reprendre les rollers, imaginons. Parce que s'il est capable de faire ça, de se dire, tiens, je vous relance un défi, c'est au JO, j'y retourne. Vous voyez, je ne suis pas loin de vous emmener dans le truc. C'est sûr que j'y retournerai.
Quand on bascule, quelque part, on n'a pas le choix dans les sports qui sont peu rémunérés. Mais là, il évoque quand même un sujet, c'est l'éducation à la reconversion des sportifs. En fait, c'est compliqué. Il n'y a pas de centre il n'y a pas une session de 15 jours où on dit aux sportifs, tu sais, un jour, tu vas poser les crampons, un jour, tu vas poser le kimono, un jour, tu vas redevenir un salarié. Ça n'existe pas. Personne ne vous a aidé là-dessus. Non, parce qu'en fait, on dit plutôt aux sportifs de se consacrer pleinement à sa carrière et qu'après sa carrière sportive et qu'ensuite il aura le temps de rebondir. Il aura bien le temps de rebondir. Voilà. Et l'image des sportifs, là je rebondis sur ce qu'a dit Taïkris, c'est vrai que pareil, quand on arrive en entreprise, les entreprises ont l'impression que automatiquement on va mettre le même engagement, la même énergie, la même persévérance pour des objectifs qui ne sont pas forcément les nôtres. C'est une belle promesse, si je peux me permettre. On se dit, on a un champion. La promesse du CV, c'est vrai. Et on ne s'en rend pas toujours compte. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais été embauchée sur un CV quasiment uniquement sportif. Mais il y a quand même une bascule à faire. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est motivé, qu'on a un objectif, là, le rouleau compresseur de la persévérance et du travail acharné. Ça joue, ça revient. Et sur le long terme, de toute façon, et ça, j'en suis l'exemple, le talent bat le travail acharné bat le talent. Toujours. Que ce soit en sport ou ailleurs. Donc même quand on mise pas sur vous, vous êtes en train de travailler et puis au fur et à mesure, petit à petit, vous battez des personnes qui sur le papier... Parce que le talentueux bloque, vous progressez parce que vous travaillez. En fait, chaque entraînement, on se donne à 110, 120, 150% à chaque fois. Donc du coup, la compétition n'est pas plus difficile que l'entraînement. Alors que les gens qui ont du talent, on en peut-être marre de répéter à chaque fois les mêmes coups de pied, les mêmes techniques. Ils peuvent se retrouver surpris le jour de la compétition. C'est vraiment, ça a été moi ma force et mon étonnement, c'est de réussir à battre et avoir un palmarès meilleur que des filles qui étaient techniquement bien meilleures. Parce qu'il y avait du boulot, il y avait aussi mentalement l'envie de... il y a du mental. C'était que le mental. Alors donc le mental, ça vous fait déplacer des montagnes, mais ça peut aussi, quand on est un petit peu fatigué ou préoccupé par des examens ou autres, faire qu'on passe à côté de ces compétitions. C'est vrai, parce qu'on a l'esprit un peu occupé sur autre chose. Cabinet et négo salarié d'abord, fin de carrière. On fait une transition un peu superposée, puis après vous devenez chef d'entreprise. Oui, parce qu'en fait... Pourquoi ? Parce que ça correspond peut-être au sport indi, à l'idée de créer, d'être dans le défi comme Taïkris. J'accompagnais que des dirigeants, des chefs d'entreprise, donc je voyais les failles, je voyais parfois le manque de stratégie, en fait, vraiment. Et je voyais les histoires, les expériences. Donc il y en a plein qui ont recréé des boîtes derrière. Donc je me suis dit, j'y vais sur la partie stratégie plutôt que d'avoir à vendre des produits. Là, je leur explique comment est-ce qu'ils vont atteindre leurs objectifs et on se comprend tout de suite avec les dirigeants. Il y a le même état d'esprit, la même folie que de créer une boîte, donc vous retrouvez des salariés avec eux et d'y aller, mais pas des startups, même des boîtes, et de devoir être performant chaque année, de faire autrement, d'aller chercher des solutions, de créer, d'innover. Là, on peut vraiment se... Il y a un petit côté sportif de haut niveau chez les dirigeants, c'est-à-dire dans l'espèce d'abnégation, dans l'idée d'y aller, quoi. Oui, parce qu'en fait, pareil, quand ils vont à la banque ou quand ils essayent d'avoir des fonds pour investir et pour passer à la vitesse supérieure, on ne les écoute pas forcément. Donc, il faut faire ses preuves. Quand on arrive avec du résultat, les portes s'ouvrent beaucoup plus que quand on n'en a pas. Mais pour avoir des résultats, il faut aussi parfois avoir de l'aide. Donc, on est toujours en train de jongler. C'est à ça que je les aide, en fait, dans mon élément. Votre sport, dans sa stratégie, dans la manière de vivre, d'apprendre, de devenir une championne, qu'est-ce qui vous a apporté dans votre vie professionnelle ? Une tenue, une manière d'être, mentalement de ne jamais rien lâcher ? Comment ça se passe au travail ? Parce que votre cabinet accompagne aussi ces... Pour moi, c'est une évidence qu'en travaillant, en ayant un vrai plan, en ayant une vraie stratégie comme dans le sport, en mettant toute son énergie, on y arrive. Il y a des hauts, il va y avoir des bas, mais en fait, avec l'énergie et avec le travail, on embarque autour de nous des gens qui ont envie de faire partie de l'aventure et on renverse. En fait, le sport, mais on l'a vu encore là aux Jeux Olympiques, c'est que des histoires des renversements de situation. Parce que sinon, si on attend d'être déjà au top pour se présenter aux Jeux Olympiques, ça n'arrive pas. Pourquoi y aller ? Ou au championnat du monde. Bien sûr. Donc le fait on regarde même pas ça sert à rien même de regarder son tirage au sort. On sait que ce sont des pointures en face et on y va et on joue son bagou et ça fonctionne. On joue son bagou. J'aime bien cette expression. On joue son bagou. Voilà. Ça veut dire on y va quoi. Parce qu'en fait, on peut aussi avoir des manières de faire qui surprennent et c'est ce qu'il faut et qui font que du coup on marque des points et on passe les tours et donc du coup en entreprise c'est pareil. Si vous faites la même chose que tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Exact. Donc comment dans la stratégie on fait autrement pour atteindre nos objectifs.
comment même des entrepreneurs, donc des petites structures, se dotent de moyens d'arriver à se vendre et pouvoir grandir et ne pas passer toujours par d'énormes structures et perdre à chaque fois 30% de leur chiffre d'affaires parce qu'ils ne sont que des sous-traitants. Donc on y va et ça donne du résultat. Avant de nous quitter, ça vous a été défavorable ou favorable le fait que vous ayez été une championne de taekwondo? Ça a toujours été favorable, Ouais. mais c'est dans le regard de dirigeants, de chefs d'entreprise qu'on se rend compte de ce qu'on a fait en fait. Impressionné. Toujours, surtout le taekwondo en fait. Ouais. Ah oui d'accord, parce qu'en fait là c'est un petit peu moins, c'est un peu plus cadré, mais il y avait énormément, on passait toujours au zapping avec des combats et des KO. C'est très la prise spectaculaire. de décision Bah oui, dans bien sûr. l'instant. Ça va très vite. Voilà. Et donc prendre des décisions dans une situation à fort enjeu, c'est notre quotidien. Donc du coup, on se comprend. Taï Chris, avant de nous quitter, vous êtes devenu un chef d'entreprise heureux ou, avec un peu de sourire, puisque je vous ai parlé des JO et des rollers, vous avez quand même en même temps envie de regoûter à cette adrénaline incroyable. Parce que je pense que c'est dingue. Quand on a goûté à une adrénaline aussi dingue, bien sûr qu'on n'a jamais envie 100% de la quitter. Je ne sais pas si je pourrais refaire un record encore dans ma vie, mais si j'ai la possibilité, si je ne suis pas trop vieux, ça serait magique d'en faire un et je pourrais peut-être sponsoriser l'événement avec ma propre boîte, qui serait la boucle bouclée. Normalement, il n'y a aucun sportif qui peut se sponsoriser lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait juste génial. Mais d'une façon générale, monter ma boîte, ça a été un challenge en soi et j'ai plein d'autres rêves que je vais créer au fur et à mesure dans ma vie. Donc, c'est pas finalement d'être sportif qui a été, comment dire, moi je suis pas sportif, je suis challenger plus que sportif. C'est de rêver des choses incroyables et me battre pour essayer de les atteindre. Un petit mot, Guéné, vous poser une question, réponse courte. Il y a deux choses en fait. Déjà, il y a une championne olympique de skate qui a 16 ans, je crois, elle est toute jeune. 14. Ou 14 ans. 14. Et le plus vieil athlète olympique, médaille olympique, il a 66 ans, donc t'as écrit ça de la marche. Bon, bah, il faut juste que le roller soit sport. Ça sera le mot de la fin. Par contre, gardez votre entreprise quand même, Taï Chris, parce que voilà, on-off télécom. Vous viendrez nous en parler de votre entreprise, parce que et surtout votre histoire de chef d'entreprise, voilà, qui s'est construit lui-même, évidemment, ce qui est une leçon de vie aussi pour ceux qui nous regardent et qui se disent, je vais pas y arriver. Si, c'est possible. Si. Quand on écoute vos vies, la vie des sportifs, ouais, c'est possible. Merci Taï Chris, merci de nous avoir accordé ces moments ensoleillés d'Italie. À bientôt de vous retrouver. Merci Ogene Mojinson. Mojinson. Oui, Mojinson, voilà. Cabinet Enego, qui accompagne, on l'aura compris, avec ses mots, avec sa méthodologie, avec son énergie aussi, parce que c'est important comme ça. Et le sens du résultat. Et le sens du résultat. Ouais. Cabinet Enego pour ces sportifs reconvertis, mais qui aiment toujours le sport, parce que je suis persuadé que vous êtes toujours pas très loin et je compte encore les médailles paralympiques. Des championnes. Et il y a des paralympiques, il ne faut pas oublier, évidemment. Merci de nous avoir suivis, c'est bientôt la fin. Fenêtre sur l'emploi, tiens, ça va intéresser peut-être Taï Chris, je ne sais pas, mais Ogene, ce sont les villes plébiscitées par les cadres. Oui, parce qu'ils en ont marre de Paris, ils veulent partir ailleurs. On en parle tout de suite avec Julien Breuil, un habitué de notre émission. Il est là.